Vraies Voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Retour des Vraies Voix en direct du salon Global Industrie. Nous sommes hall 5A, stand X88 à Villepinte avec nos Vraies Voix du jour. Philippe Bilger, Françoise Degois, Julie Boyer, directrice adjointe de Global Industrie. Et notre grand témoin du jour pour ce premier débat, Jean-Hugues Ripoteau, président de FANUC France. Emmanuel Macron veut mettre les bouchées doubles sur la réindustrialisation. L'objectif, retrouver une souveraineté industrielle en France. Le gouvernement Hollande prenait déjà l'importance de redevenir une puissance industrielle dès 2012 avec le programme Made in France porté par l'ancien ministre du redressement productif Arnaud Montebourg. Bien que le pays accueille de nouvelles usines, le poids de l'industrie reste nettement inférieur à celui de l'Allemagne ou de l'Italie. Et à cette question, peut-on réindustrialiser la France? Vous êtes optimiste puisque vous dites oui à 70%. Vous voulez réagir, le 0826 300 300. On va commencer par un tour de table de nos Vraies Voix. Philippe Bilger, est-ce que pour vous, comme vous voyez ici, on se dit qu'on devrait quand même pouvoir y arriver? C'est peut-être, il y a du boulot, mais c'est quand même pas les 12 travaux d'Hercule. Oui, alors, il faut bien comprendre que mon propos n'est pas celui d'un spécialiste, hein, il faut être clair. Mais je ne voudrais pas non plus me réfugier derrière mon ignorance. En réalité, je suis frappé par une chose. On entend depuis des années les présidents, le président actuel, dire qu'il faut réindustrialiser, que les avancées sont considérables et à une certaine époque, je crois que c'était au moment du Covid, on avait découvert notre pénurie absolue dans ce domaine. Je me demande si l'objectif, mais je n'en sais rien, qui est annoncé et qui est on ne peut plus légitime, est peu à peu accompli, atteint, ou s'il demeure un vœu pieux. J'ai l'impression que la France est sur le bon chemin, mais est-ce que c'est suffisant? Je ne sais pas. Françoise Degois, avant de faire réagir nos experts. Ouais, on a quand même des forces, hein. On a l'industrie agroalimentaire qui emploie quasiment 500 000, voire 1 million de personnes en emploi détaché. On a quand même l'automobile, l'aéronautique, même la robotique. Donc j'entends aussi tout le temps le discours, il faut réindustrialiser. Moi j'ai une question à vous poser à tous les deux. Est-ce qu'on flèche la bonne réindustrialisation? Est-ce qu'on ne doit pas aller vers des marchés très porteurs? Je pense à l'intelligence artificielle, ça c'est ma première question. Et la deuxième, c'est comment vous alliez l'envolée numérique, l'envolée de l'industrie et la préservation vitale de l'environnement, parce que de toute façon, on aura beau fabriquer des bagnoles sans chauffeur, s'il n'y a plus de planète, il n'y a plus de planète. Voilà. On commence, galanterie oblige avec Julie Boyer. Qu'est-ce que vous en pensez? Déjà, je crois que le premier signal très fort qu'on présente quand on vous accueille ici comme un événement comme Global Industrie, c'est qu'on a 2300 exposants qui sont présents et qu'on réunit 40 000 professionnels. Ça, je pense que c'est fondamental. On a une industrie forte en France. C'est vrai que ça fait 30 ans. Il y a 30 ans, on a pris des choix politiques très forts en choisissant du coup de produire à l'étranger et particulièrement en Asie. Serge Curie, patron d'Alcatel. Exactement. Dit, maintenant, c'est les usines invisibles. Non, il faut le rappeler aux gens quand même. Hein. Et c'est très important. Et c'est ce contexte-là. Et je pense que, et particulièrement depuis 2017, il y a eu énormément d'efforts politiques qui ont été menés. On se rappelle bien évidemment du plan de relance. On se parle aujourd'hui des 54 milliards de France 2030. Donc il y a des efforts politiques. C'est vrai qu'on ne va pas révolutionner, on ne va pas rattraper ce retard en quelques années malheureusement. Il va nous falloir encore du temps. Il y a des signaux qui sont très positifs. Louis Gallois le rappelait ce matin, il était sur une de nos tables rondes et il disait il n'y aura pas de transition écologique sans industrie. L'industrie, elle est au cœur des sujets aujourd'hui. Et vous parlez du numérique, c'est une évidence. Aujourd'hui, c'est une association, c'est une chaîne de valeur complète. Et c'est grâce à l'IA notamment, on avait 8 lauréats hier qu'on récompensait, j'étais ravie du coup de pouvoir mettre en scène cette créativité française. Et il y avait un roboticien français également qui était récompensé. La moitié des innovations étaient concernées par l'intelligence artificielle. Donc elle est aussi au cœur du débat, vous avez raison. Jean-Hugues Ripoteau, c'est un vœu pieux, comme le disait Philippe Bilger, la réindustrialisation de la France. On en parlait il y a 12 ans avec Montebourg. Voilà, et puis je voudrais rappeler quand même que dans les années 80, au début des années 80, la France était numéro 1 européen au niveau industriel devant l'Allemagne et l'Italie. Il faut quand même s'en rappeler. À l'époque, on avait une industrie mécanique qui était extrêmement performante. On avait des fabricants de machines-outils. Tout ça, on a tout perdu. On a tout perdu. L'Allemagne a grossi de manière importante. L'Italie également. L'Espagne se porte bien. Donc il faut quand même admettre qu'on a eu des choix politiques qui ont été ce qu'ils ont été. C'est facile de refaire le monde à l'aune de ce qui se passe maintenant, mais on a décidé à une époque que la France serait un pays de tourisme, de culture et de services.
on en paye maintenant les conséquences. Parce que quand on a un PIB de l'industrie qui est de 9% à l'heure actuelle, on est au niveau de la Grèce. Faire de la communication. On est au niveau de la Grèce. Voilà. Par contre, oui, on est au niveau de la Grèce. L'industrie en Allemagne, c'est le PIB, c'est 25%, 20% en Italie. Donc, juste pour repositionner un petit peu, voilà notre position. Après, c'est vrai qu'on est aux confins d'une nouvelle industrie parce que on a des choix techniques à faire qui sont très différents. C'est-à-dire que jusqu'à il y a quelques années, on était à peu près sûr qu'il fallait une industrie mécanique très forte, etc. Maintenant, il y a une redistribution des cartes qui est assez large. Et c'est vrai que définir ce que sera l'industrie dans 5 ou 10 ans, c'est extrêmement complexe. Quoi qu'il en soit, on sait que les développements qui sont liés à l'intelligence artificielle, entre autres, mais pas que, mais tout ce qui est développement et recherche sont la clé, à mon avis, pour pouvoir une industrie lourde, enfin conséquente dans quelques années. C'est vraiment les éléments de recherche qui sont importants. Philippe Bilger, vous avez dit que à partir de 2012, on a perdu notre première place en Europe. Comment se fait-il qu'il faille, quand on regarde l'évolution des politiques, presque obligatoirement faire le départ entre l'industrie et les services? Est-ce qu'on ne peut pas, dans une politique cohérente, faire les deux? Je ne vais pas vous donner tort. Après, le problème, c'est que c'est aussi une question de culture. Vous voyez, le problème de la France, c'est qu'on n'a plus de culture industrielle. On l'a eu, encore une fois, dans les années 80, maintenant c'est terminé. Moi je travaille dans une société japonaise, ce qu'il faut bien comprendre c'est qu'au Japon, quand il y a le salon d'industrie, les familles se déplacent le dimanche avec les enfants pour voir les nouvelles machines-outils, pour voir les nouveaux robots. Nous c'est plutôt le salon de l'agriculture, ce qui est très bien, mais je veux simplement dire qu'on a une culture industrielle qui est très différente. Et ça c'est aussi important. Françoise Degois. Oui, c'est intéressant ce que vous dites, parce que cette idée du tout service, voilà, ça a traversé en plus de ça toutes les familles politiques. C'est pas simplement l'apanage de la gauche ou de la droite, c'est quelque chose sur même lequel... des grands patrons, vous l'aviez dit, Serge-Churruc, Alcatel. On voit dans quel état il a mis Alcatel. Tout à fait. Il est théorisé que finalement on fabrique ailleurs et en réalité nous on garde, fabriquons ailleurs et gardons pour nous l'intelligence, les services et évidemment l'administration des boîtes, etc. Moi je veux vraiment revenir à ce que vous êtes en train de faire. C'est intéressant ce que vous dites tous les deux sur, bien sûr on va aller vers l'IA. Tout le monde ne parle que de l'IA et d'ailleurs vous regardez la bourse, les valeurs qui flambent le plus, en réalité, c'est l'intelligence artificielle, c'est toutes les nouvelles technologies. Moi, ce qui me passionne comme sujet, c'est véritablement comment vous alliez industrie, nouvelles technologies et écologie. Parce que la réalité, c'est que je suis sûre et je suis même certaine que c'est une préoccupation majeure pour vous. Julie Boyer. Je voudrais juste revenir sur un point fondamental que vient d'évoquer du coup notre expert en robotique, Jean-Hugues bien évidemment. Merci. Je pense que ce qui est central, c'est de redonner du sens à l'industrie, faire en sorte que l'industrie soit désirable, faire en sorte de faire changer les mentalités et par là d'une certaine manière, changer un peu le mindset aussi, c'est-à-dire que les jeunes reviennent, redécouvrent les métiers de l'industrie, comprennent les métiers de l'industrie et des véritables démonstrateurs. Le numérique, c'est une solution, bien évidemment, qui est forte. La jeunesse, elle n'aime pas l'industrie parce que la jeunesse, elle est écolo. Elle la connaît pas, parce qu'elle la connaît pas et qu'elle est restée sur les tanneries, les aciéries. Mais parce que les médias ont fait beaucoup de mal aussi, malheureusement, parce que d'une certaine manière, mais la vérité, c'est que on n'a pas montré aussi toutes ces belles histoires. Et il y a plein de belles histoires. Ma chère amie, les industries ont été atrocement polluantes aussi, et vous le savez très bien. Donc les industries propres. Non, mais voilà. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment, dans ce nouveau monde, cette nouvelle ère, vous vous inscrivez avec des industries hyper performantes et à la fois pas polluantes. Qu'est-ce que vous faites dans ce salon sur l'écologie? Mais on fait plein d'actions dans ce salon, pas sur l'écologie, parce qu'on propose en fait des solutions avec de l'efficacité énergétique, c'est-à-dire qu'on produit avec moins d'énergie. L'IA, c'est un outil très intéressant justement parce qu'on a ça pollue beaucoup l'IA aussi. Oui, exact. Alors, c'est pas que ça pollue, c'est que ça consomme plus d'énergie. En effet, vous avez raison. Et vous avez vu, la 5G est un des sujets qu'on vient de traiter là aujourd'hui sur un Global Industrie. On fait partie aussi de ce lieu sur lequel on évangélise sur des nouvelles solutions. Et aujourd'hui, grâce à la 5G, on met beaucoup moins de bornes Wi-Fi justement dans les
d'une certaine manière les sites. L'objectif, c'est justement qu'on montre qu'il y a des acteurs privés dans la 5G, qu'on est capable justement d'accompagner et d'améliorer la productivité grâce à des nouvelles solutions. Donc oui, d'une certaine manière, c'est un enjeu fondamental. De toute façon, si jamais on veut continuer à survivre, il va falloir qu'on produise avec une énergie décarbonée, bien évidemment, qu'on ait des nouvelles solutions. Et on a plein d'exemples sur le salon. Il y a des acteurs qui sont là pour montrer la transformation au niveau RSE. Je crois que d'ailleurs vous l'avez en invité dans quelques minutes. Il s'agit de la société Mobion. Vous regarderez, c'est un modèle vertueux. Exactement. On est sur des nouvelles solutions de déplacement qui sont complètement décarbonées, électriques, qui ont repensé leur modèle, qui remanufacturent en France, qui recréent de l'emploi en France, qui relocalisent d'une certaine manière des savoir-faire. C'est ça la clé de main. Vous avez raison. Tout le monde prend ce virage. Je crois que les industriels, et Jean-Hugues pourra le traduire depuis plusieurs années, la transformation écologique, c'est au cœur des sujets aujourd'hui. Alors, déjà, moi, je parle pour une société, encore une fois japonaise, qui a mis l'écologie, Greta Thunberg aujourd'hui, mais c'est pas grave. Qui a mis l'écologie au centre de ce développement depuis le début. Donc, on parle de 1976. Depuis le début, c'était un sujet. Enfin, je voudrais pas non plus résumer tous les problèmes à l'écologie, parce que l'écologie, c'est bien, c'est important. Enfin, on a aussi un taux de chômage absolument hallucinant. Il faut aussi quand même faire en sorte que notre pays reprenne un petit peu de... Il n'y a aucune raison de poser les deux. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a quand même... On a face à nous des gens comme la Chine, les États-Unis, etc., qui ont une certaine puissance économique. On peut aussi se flageller à vie en se disant on n'est pas assez bon en écologie. Il faut aussi être pragmatique et je pense qu'il faut faire en sorte que... Vous dites le contraire de ce que vous venez de dire. Non, du tout. Votre société, elle est hyper compétitive et pourtant vous prenez soin de l'écologie. Non, je dis simplement qu'effectivement, il faut tenir compte de l'écologie, mais ça ne doit pas être le seul paramètre, je dirais, dans le développement industriel. En réalité, essentiel. Mais pas le seul. C'est une conciliation difficile à faire. Bien sûr. Vous l'avez très bien expliqué. Je trouve que c'est de moins en moins difficile à faire, en fait, la conciliation avec l'industrie. C'est ce qui me semble. Et puis, relocaliser, c'est recréer des circuits courts également. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, on pense, malheureusement, je pense des fois de la mauvaise manière. C'est-à-dire, à partir du moment où vous achetez un produit peut-être moins cher, mais qui est produit en Chine, on ne prend pas derrière tout le coût logistique, tout le coût de la valeur, derrière de l'accompagnement de la durée de vie d'un produit. Quand vous achetez en France, on parle du coût d'acquisition quand on parle d'un produit à consommer, pour le coup, mais derrière, il faut qu'on prenne tout ça aussi en considération et ça, c'est important. Et c'est pour ça qu'on doit soutenir notre industrie en France, soutenir nos sous-traitants et accompagner, en effet, le verdissement de l'industrie, comme on aime à le dire. Mais réindustrialiser la France, on a parlé des gigafactories en bon français, c'est-à-dire notamment les usines de batteries qui arrivent pour les voitures électriques, Vercor et d'autres, Schneider, etc. Bien sûr. Et est-ce qu'aujourd'hui, quand on parle de réindustrialisation de la France, ce sera automatiquement vers des industries à forte valeur ajoutée? Alors on a toujours l'aéronautique, le spatial à Toulouse, à Bordeaux, etc. Ou est-ce qu'on pourrait imaginer un jour, et on va fantasmer, un retour par exemple des industries textiles ou des industries plus basiques? Aujourd'hui par exemple, ça fait 30 ans qu'on ne fabrique plus un réfrigérateur en France. La dernière usine, elle a fermé il y a une trentaine d'années. Là c'est une bonne question. Le problème effectivement de ce genre de produit type réfrigérateur, c'est que le coût de revient est très bas, donc il faut avoir des coûts de fonctionnement qui soient adéquats. C'est vrai qu'en robotisant, en automatisant, on arrive à des solutions qui tendent vers, je dirais, des coûts de production assez faibles. Mais compte tenu des charges et des coûts qui sont imputés aux sociétés françaises à l'heure actuelle, ça me paraît très compliqué qu'on puisse revenir un jour en France à des produits de ce niveau-là. On prend notre vraie voix du jour, Gilles Dechelle. Bonsoir Gilles. Oui, bonsoir. Est-ce que vous croyez, vous, à la réindustrialisation de la France comme 69% des votants sur Twitter? Écoutez, je suis très sceptique en fait. Moi, je suis sceptique. Comment dire, le potentiel il est là et tout ce que j'entends me ravit. Sauf que je regarde la réalité. Moi, la réalité, qu'est-ce qu'elle me dit? C'est que il y a quelques années, on nous a expliqué l'entreprise sans usine, et on a désindustrialisé pendant des années et des années. Et aujourd'hui, en fait, comment dire, il faudrait pouvoir se libérer de plus de normes qui sont, en fait, on a les mains liées. On veut faire de belles choses, on peut faire de belles choses, mais on a les mains liées. Donc, ça m'oblige à être sceptique et réaliste.
Ah ben, ce que dit Gilles, c'est quand même très intéressant. Vous voyez, le groupe Le Duf voulait faire une usine de viennoiserie à côté de Rennes. Il y a eu tellement de recours par les écologistes qu'ils ont arrêté au bout de 5 ans et qu'ils ont dit on va produire au Portugal, en Allemagne et aux États-Unis. Est-ce qu'il ne faudrait pas limiter les recours, les traiter en 6 mois et au moins... Mais ils sont déjà, c'est le cas... Ah non, ça fait 5 ans qu'il était déjà en procédure. Il a arrêté au bout de 5 ans. Non, mais la loi d'orientation va porter là-dessus. Les recours seront limités. Est-ce que ça, c'est pas un vrai souci pour... Là, on dépasse le cadre de l'industrie, c'est assez général. C'est un problème français. On a des lois, des règles, des normes qui sont extrêmement pénalisantes et ça c'est vrai dans tous les domaines, ça c'est une évidence. C'est plutôt l'état de droit face à l'industrie. Bon, en même temps, vous avez, vous qui connaissez bien le Japon, il y a des normes très strictes. Je prends une boîte comme Orangina Suntory, que vous connaissez certainement bien. Franchement, ils sont exceptionnels dans leur façon. Ils sont exceptionnels dans leur façon de traiter la production de boissons gazeuses et le développement. Donc, je sais pas que la France. Pardon, Madame Degois, mais il existe un protectionnisme au Japon qui n'existe pas forcément en France. Ah, ça c'est vrai. Mais ce que je veux dire par là, c'est que vous pouvez pas expliquer que l'industrie va mal parce qu'il y a des normes environnementales. Ça, c'est pas vrai. Hein. Excusez-moi de vous le dire, c'est pas possible. Il y a des normes qui sont très contraignantes. En fait, c'est pas que environnemental. Ouais, moi je suis d'accord avec ce que dit. Il y a une volonté quand même de se réancrer. Allez-y. Moi, je pense que pour l'industrie, il faut toujours s'intéresser un petit peu à l'histoire. En France, on a le CAC 40 et des TPE. Le problème, c'est qu'on n'a plus de TI. Toutes ces entreprises de 5000 personnes qui sont l'intermédiaire. Les Allemands qui s'appellent. Et que les Allemands et les Italiens ont gardé. Et ces sociétés ont disparu pour des raisons uniquement, je dirais, de transmission de patrimoine. Étant donné que c'était impossible de transmettre de patrimoine, les gens ont vendu leur boîte à des fonds de pension qui, au bout de 4 ans, ont fait couler la boîte. C'est ça aussi l'histoire. Il faut en tenir compte. Je suis d'accord. Le régime de transmission en Italie, par exemple, est tellement favorable que les entreprises restent en fait familiales. En Allemagne également. Oui, mais en France, c'est des vacances. Le mot de la fin, Julie Boyer. Vous y croyez, vous, à la réindustrialisation de la France? 69% des votants sur Twitter disent oui. Mais je remercie les votants. Oui. Je remercie les votants d'être optimistes. Et moi, je le suis forcément. Ça fait 16 ans que je baigne dans le monde de l'industrie et que je suis fière de se défendre. Mais je voudrais quand même donner un signal fort, c'est que les choses changent, bougent. Bien sûr, en France, on voudrait toujours que ça aille plus vite et on a quand même ce côté un peu ronchon chez nous. On est très critique envers nous-mêmes, mais on est un pays avec plein de valeurs, avec plein d'opportunités. On parlait d'emploi tout à l'heure, on parlait de chômage. L'industrie, elle recrée des opportunités de créer de l'emploi. Elle paye mieux, entre 20 et 25% sur des métiers qui sont équivalents. Et ça, il faut pas l'oublier. Et je pense que la transmission, c'est un problème, encore une fois, de à un moment donné faire bouger les lignes et donner envie d'industrie. Et c'est ce qu'on fait pendant 4 jours à Villepinte. Envie d'industrie, elle est très forte. Hein. Ils sont très forts. Elles sont très bons. Ah, ils sont très Merci beaucoup. Ils vous donnent envie d'aller bosser dans une usine d'un seul coup, d'un seul. On vous envoie à l'usine, François. Ah, j'adore. J'ai commencé comme ça. J'ai commencé pour payer mes études. Oui, mais vous y resterez. Merci beaucoup, Julie Boyer. Vous devez nous laisser. Merci. Je montrerai un syndicat et je ferai la grève. Jean-Hugues Ripoteau, est-ce que vous êtes prêt à tenter une chose qui est vraiment de l'éparpillage façon puzzle en version industrielle? Oui, le qui c'est qui l'a dit? Ah bah alors là, vous avez les deux pires tricheurs des vraies voix. C'est pas vrai, on gagne tout le temps. On se retrouve dans quelques instants.